Retour dans Paris Direct pour notre rendez-vous quotidien jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Ici en France, chronique de campagne. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et ce qui a dominé l'actualité politique de la journée, ce sont toujours les suites de la fusillade d'hier, la fusillade au collège juif aux Aratora de Toulouse. Alors passé les premiers instants d'unité affichés par l'ensemble de la classe politique, on voit déjà poindre ici et là les premières entorses à cette fameuse trêve décrétée par les principaux candidats. Je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait aujourd'hui à ce sujet. Pour moi, poursuivre la campagne, c'est un acte de résistance morale, intellectuelle, affective. La vie l'emporte sur la mort et que nous méprisons l'abject assassin qui ne nous tient pas, qui ne décidera pas de nos rythmes, quand bien même nous a-t-il fait si cruellement souffrir. Alors Michel, il y a ceux qui marquent une trêve et puis ceux qui, à l'image de Jean-Luc Mélenchon, souhaitent poursuivre. Oui, je trouve que c'est une question de déontologie personnelle. Que certains candidats aient décidé d'arrêter leur campagne, c'est une façon de s'incliner en quelque sorte devant l'assassinat et de le marquer. Bon, c'est leur déontologie personnelle. Que d'autres considèrent, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'après tout, on peut aussi se battre en continuant à faire campagne. Moi, je trouve que vraiment, je me sentirais absolument incapable de condamner l'un ou de condamner l'autre. C'est vraiment affaire personnelle. Il n'y a pas d'interdit moral, en fait, à faire campagne. C'est ce que, Il n'y a pas d'interdit moral à faire campagne. Ça. Certains peuvent penser que le respect et la dignité leur impose de mettre un terme aux manifestations publiques. Mais de toute façon, si la campagne est arrêtée, ça n'est qu'au niveau des manifestations publiques et des grands meetings. Oui. Ça n'est pas le niveau intérieur. Je pense que François Hollande ou Nicolas Sarkozy ne se sont pas retirés de la campagne brutalement aujourd'hui. Oui, et on continue d'ailleurs à les voir. Alors il y a ceux qui veulent poursuivre la campagne et puis il y a aussi ces premières accusations, à mots plus ou moins couverts, de François Bayrou par exemple, qui pointe la dérive du débat public vers une certaine violence. Le candidat du Modem qui s'est attiré une réplique non moins virulente d'Alain Juppé. Je vous propose de les écouter. Fait de montrer du doigt les uns ou les autres en raison de leur présence dans le pays, de leur origine, de leur situation sociale. C'est d'une certaine manière faire flamber ce genre de passion, ce genre de sentiment. N'ajoutons pas l'ignoble à l'horrible. C'est-à-dire ? N'essayons pas de tirer parti dans un sens ou dans l'autre, dans quelque direction que ce soit, de ce drame qui n'a rien à voir avec la campagne électorale. Alors Michel, c'est déjà l'affrontement sur la responsabilité de la parole politique de tous les côtés. Oui, mais franchement, on peut se poser la question. On peut se dire, est-ce que la France aujourd'hui est en train d'être trop antisémite ? Vous savez que la question se pose régulièrement. Je viens de voir une étude dans laquelle on dit que non, la France n'était pas plus antisémite qu'avant, si j'ose dire. On peut aussi se poser la question de savoir si l'ostracisme ou la dénonciation permanente de l'immigration est quelque chose qui, quelque chose qui incite à condamner ce qu'ils la font. Mais je pense que vraiment c'est allé trop vite en la matière. On ne sait même pas qui est le meurtrier. On peut simplement noter que des soldats musulmans ont été assassinés 4 jours avant effectivement un crime odieux, horrible d'enfants israélites. Bon, je crois qu'il faut se donner un peu plus de temps pour savoir ce que représente cette horreur et par qui elle a été commise. On saura assez vite s'il s'agit de gens qui ont été remués par les propos anti-immigration ou s'il s'agit de terroristes. Oui, d'autant qu'on avait le souvenir d'entendre ces derniers jours François Hollande condamner l'ostracisme des deux camps, droite et gauche, lui-même souhaitant évidemment réunir les meilleurs de chaque camp, comme il a coutume de le dire, de Rocard à Balladur. Et pour autant, on n'a pas le souvenir de l'avoir entendu critiquer la violence même, la virulence du ton des différents partis, notamment sur les questions d'immigration. De ce type. Disons que sur l'immigration, il a sur pas... la question d'immigration, oui. Mais sûrement, on peut se poser, encore une fois, on peut se poser le problème de François Bayrou. Peut-être l'a-t-il fait un peu maladroitement, mais c'est vrai que la tendance va être, tout en disant qu'on ne récupère pas ce drame horrible, la tendance va être sans doute de montrer comment on résiste à une crise, comment on est le mieux placé pour résister à une crise, et ça va être encore
face à face Hollande-Sarkozy. Ou du moins de ne pas apparaître en défaut, c'est aussi la tentative. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a des paroles qui ne sont pas passées inaperçues. Michel, c'est celle qu'a tenue Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, devant des élèves d'un établissement scolaire à Paris où il était venu observer une minute de silence aujourd'hui à 11h. On l'écoute. Ça s'est passé à Toulouse, dans une école confessionnelle, avec des enfants de famille juive, mais ça aurait pu se passer ici. Il y aurait pu y avoir le même assassin. Ces enfants sont exactement comme vous. La victime n'y est pour rien. C'est des paroles qui ont déclenché beaucoup de réactions à gauche, notamment sur Twitter. Eva Joly, Dominique Bertinotti, la mère du 4e et donc puissance invitante aujourd'hui dans l'école. Oui, il y a qui trouve ces propos anxiogènes devant des enfants. Il y a sûrement un désir de montrer que ce drame peut être partout le même. Moi, je ne suis pas sûre, mais que des enfants doivent être à ce stade mêlés à ce drame, des enfants qui sont loin, mais je pense qu'effectivement, ça nourrira une accusation contre Nicolas Sarkozy de chercher à dramatiser, comme l'ont fait, après tout, beaucoup de chefs d'État candidats avant lui. Rappelez-vous l'affaire des otages et de Jacques Chirac. Prendre à témoin des enfants dans le cadre d'un drame pareil. On se souvient de la lettre de Guy Moquet, qui était, elle aussi, quelque chose d'assez douloureux. Il y a une constante. Vous vous rappelez effectivement le moment où Nicolas Sarkozy s'était demandé s'il ne fallait pas que chaque enfant français prenne en lui-même, en quelque sorte, la personnalité d'un enfant juif. Bon, ça, tout le monde avait été contre assez vite. Le devoir de mémoire, certes, il ne passe sans doute pas par la culpabilité ou une fausse culpabilité des enfants français. Oui, faire de chaque enfant le dépositaire de la mémoire d'un enfant juif, c'est ce qu'avait souhaité Nicolas Sarkozy à l'époque. Alors au même moment, son adversaire socialiste François Hollande observait lui aussi une minute de silence dans une école de banlieue parisienne. On peut se poser la question, était-ce sa place, en d'autres termes? Est-ce qu'après la venue hier dans l'école de Toulouse sur les traces de Nicolas Sarkozy, c'est aussi une manière pour François Hollande d'incarner déjà la fonction présidentielle? Oui, sans doute. Mais vous savez, c'est particulièrement compliqué parce que où les hommes politiques n'en font pas assez. Et on les accuse d'indifférence. Ça a été le cas, rappelez-vous, pour un attentat d'une synagogue juive à Copernic, où on a reproché à Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, de ne pas s'être déplacé et de ne pas être venu s'incliner devant la synagogue. Alors, où ils en font pas assez, où ils en font trop, et on dit, ah oui, mais alors, oui, je pense qu'une stature présidentielle aujourd'hui impliquait que François Hollande aille s'incliner aussi dans une école. Alors, on peut sourire de cette course, mais on peut aussi se dire que c'est pour un drame particulièrement pénible, particulièrement horrible, et se dire que ça vaut bien ça, tout de même. Ou le devoir, finalement, de faire campagne, même dans la trêve. Faire campagne sans faire campagne. Oui, mais en réalité, quand on dit qu'on ne fait pas campagne, encore une fois, sur les meetings publics qui ont disparu, rien n'empêche chaque candidat de se demander quelle attitude il doit avoir dans cette campagne, évidemment. On ne peut pas s'abstraire totalement. Oui, et la présence des caméras, évidemment, rend inévitable ce type d'image. Merci beaucoup, Michel Cotta, d'être venu ce soir pour ces chroniques de campagne.